Les premiers pas de Paul Biya, président de la République, révèlent une démarche qui ne doit rien au hasard. Depuis mon accession à la magistrature suprême, un seul souci m'a guidé: maintenir notre pays dans la paix et le conduire sur la voie de la démocratie et du progrès. Les objectifs ainsi définis en termes de priorité restaient à déterminer une approche générale pour les réaliser. Moi, mon rôle est de conduire ces changements, mais aussi de donner des conseils, d'appeler sans cesse mes compatriotes au civisme, au patriotisme, au service de leur pays. Sur Paul Biya et sa politique, l'auteur camerounais le plus prolifique est un grand universitaire. S'il est connu pour son engagement militant en faveur du promoteur du renouveau national, Hubert Monunjana est avant tout professeur, docteur d'État en philosophie, enseignant à l'université de Yaoundé 1. C'est donc à ce pédagogue de profession que nous avons fait appel pour comprendre un pédagogue d'adoption. Je crois que s'il donne de l'importance à la pédagogie, à la démarche pédagogique dans son discours, je crois qu'il le tient de sa formation classique aux humanités, le latin et le grec, qui apprennent à connaître l'homme, à pénétrer l'homme, à faire confiance à l'homme. Dès lors, on peut ne pas utiliser la méthode forte, c'est-à-dire la contrainte, parce qu'il faut user d'un ton et d'un discours persuasif. L'apprentissage de la démocratie n'est pas chose facile. La France a un régime démocratique ancien d'au moins 200 ans. Le président Mitterrand le rappelait à la bolle. Notre démocratie est jeune. Nous apprenons encore les techniques de communication adaptées à la démocratie. Mais je pense que le peuple camerounais est intéressé à la vie démocratique. Il n'y a qu'à voir le nombre de partis, le nombre de journaux, le nombre de meetings. Je pense donc, pour répondre à votre question, on a pu faire aimer la démocratie au Cameroun, mais nous en sommes encore au début. C'est un long apprentissage. Il faut aussi dire que la méthode choisie par le président répondait davantage au contexte. Nous sortons d'un contexte assez dur, disons autoritaire, peut-être pas despotique. Mais alors, quand vous sortez d'un contexte comme celui-là et que vous voulez créer une certaine ouverture dans le sens de la modernisation du parti et de l'État, eh bien, il faut faire éclater le parti et évoluer progressivement, méthodiquement, je dirais, pédagogiquement, vers le pluralisme. Lorsque j'ai accédé à la présidence de la République en 1982, parmi les objectifs que j'avais assignés à mon action, il y avait la libéralisation et la démocratisation de la vie politique. En 1985, lors du premier congrès de mon parti, j'ai également préconisé la démocratie et j'ai, en 1985-1986, commencé à appliquer les principes de libre choix au sein du parti, du libre choix des dirigeants de mon parti. Et nous sommes allés toujours plus vers la démocratie. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade plus avancé de la démocratie. C'est à un changement de société que nous sommes interpellés, dira-t-il plus tard. Mais il avait déjà commencé à opérer ce changement devant des gens
qui étaient habitués à autre chose et qui auraient peut-être mal réagi si on les avait forcés. Donc c'était difficile, il fallait avoir du doigté pour évoluer vers le libéralisme et vers les institutions modernes qui se mettent progressivement en place aujourd'hui. Ce qui montre que, a posteriori, la méthode avait du bon, puisqu'elle a du succès aujourd'hui. Nous sommes dans une démocratie apaisée, avec beaucoup de partis. Bien sûr, après avoir traversé les maladies infantiles de la démocratie, que sont le désordre, le romantisme insurrectionnel et l'apprentissage du verdict des urnes. Chose très compliquée, mais auxquelles on s'habitue déjà. J'espère que prochainement, on va passer à l'étape du télégramme de félicitations après les résultats. Professeur, en 22 ans, le président n'a pas bougé d'un iota par rapport à cette ligne de départ qu'il s'est donnée. Oui, je crois qu'il ne faisait pas au hasard. Je crois savoir que c'est un homme qui a étudié et il connaît les principes d'action. C'est un politicien aventurier qui peut changer de méthode. C'est-à-dire ne pas suivre une ligne. Mais là, je crois que lui, il avait sa boussole. Il avait son nord. Et c'est les gens qui doivent s'efforcer de comprendre qu'ils peuvent s'égarer par rapport à sa ligne, mais lui ne peut pas s'égarer parce qu'il est le chef. Je crois que c'est pour cela qu'il a tenu ferme à sa ligne, parce qu'il savait où est-ce qu'il allait. En politique, rien n'est jamais définitivement acquis. Il est nécessaire de s'adapter constamment à de nouvelles situations. Le RDPC, parti du gouvernement proche du pouvoir, ne doit en aucun cas se complaire dans la passivité et s'endormir sur ses lauriers. Il ne doit pas être, il ne sera jamais un parti conservateur. Ce discours est constant depuis le 6 novembre 1982, reconnu comme tel par les observateurs les moins suspects de complaisance. Il traduit le parti pris de la réforme par la pédagogie. Son écho dans le corps social reste toutefois à mesurer, son champ d'application n'étant ni uniforme ni homogène. Car la diversité camerounaise n'est pas seulement objet d'affichage à des fins promotionnelles. Elle est une réalité avec laquelle il faut compter et composer. Soucieux d'imprimer au train de la réforme la même vitesse sans jamais laisser personne, aucune composante nationale sur le quai, le président s'est lui-même soumis à l'effort d'adaptation. Professeur Mononjana, comment cette méthode de gouvernement que vous avez si bien campée dans le site précédent s'illustre-t-elle? Est-ce qu'on peut prendre un premier domaine d'application qui est le discours? Qu'est-ce qui caractérise le discours de Paul Biya? Bon, ce qui caractérise son discours, c'est d'abord un discours méthodique, un discours sobre, où l'orateur ne donne pas l'impression de vouloir se répandre en mots inutiles. Vous rappelez aussi les phrases brèves. Seulement continuez. Ce n'est pas des longues tirades. Je vous ai compris. Ce n'est pas des longues périodes du genre de Bossuet. C'est des phrases très précises à la Virgile, si vous voulez. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. C'est la clarté. Ce souci-là est également un souci pédagogique. D'être clair, de se faire comprendre.
et peut-être ainsi d'entraîner l'adhésion et l'action. Bien sûr que c'est là que le bas blesse peut-être. Le pédagogue se fait-il suivre? Tout le problème est là. À savoir entre ses consignes à lui et le degré d'application par ceux qui devaient être chargés de les appliquer. Tout le problème est là. Ce n'est pas dans la compréhension. Alors l'action précisément, comment est-ce que cette action porte l'empreinte du pédagogue? L'action, je dois dire que le pédagogue en fait n'est pas un homme d'action. D'après ce que nous savons, dans les fonctions de la direction, il faut concevoir, il faut organiser. Et ce n'est pas le concepteur qui sera en même temps l'exécutant. Donc l'exécution se fait à d'autres niveaux. Bien sûr, le président en tant que chef d'État porte la responsabilité de la conduite générale de la politique dans un pays, mais il y a quand même des domaines spécifiques. Ça, c'est le travail en politique, on peut le comparer à un travail dans l'entreprise, qui est donc basé sur la forme d'une technostructure, où le chef de la structure trône au sommet, mais où il est relié à des organes spécifiques, où l'exécution doit se faire le plus efficacement possible. Malheureusement, l'on constate qu'il y a peu d'efficacité. Est-ce volontaire? Est-ce par incapacité? Ou bien, ce que je crois personnellement, est-ce par ce qu'on pourrait appeler ici des subtils mécanismes de freinage? Voilà donc le vrai problème. Le vrai problème de notre pays est celui de l'application des consignes. Je crois savoir que s'il y a un manque d'adhérence quelque part, c'est parce que l'application n'est pas exactement ce que le peuple aurait souhaité après avoir entendu les consignes d'en haut. Nous nous battons et je demande que les Camerounais continuent à se battre et continuent à faire confiance à leur gouvernement. Monsieur le Président, est-ce qu'un des aspects de ce problème n'est pas aussi lié à la diligence, la nécessaire diligence qui doit accompagner vos instructions? Peut-être il y a une certaine lenteur administrative qu'on rencontre dans tous les pays, elle n'est pas spécifique au Cameroun, mais je crois que la cause principale, ce sont les difficultés de trésorerie. Le travail du dirigeant, Platon l'assimilait au travail du médecin. C'est-à-dire le médecin doit redonner la santé à tout le corps, donc à toute à toute l'intégrité corporelle d'un individu. Le dirigeant, le politique, le prince a pour rôle aussi de donner la santé à tout le corps social et l'équilibre à tout le corps social. Tout l'art du politique, c'est dans la garantie de cet équilibre. C'est pour ça que la justice sociale tient une grande place dans son action, comme d'ailleurs dans ce texte, le libéralisme communautaire fait une grande place à la justice sociale. Il faut que l'ensemble des hommes qu'on administre, que l'ensemble des hommes sentent le bien-être exactement comme le corps d'un individu doit se sentir à l'aise des pieds jusqu'à la tête. Il n'y a donc pas un secteur qu'on va abandonner dans la misère et dans la douleur. C'est pour ça que le pédagogue social s'évertue de dispenser la santé et le bien-être à tous les niveaux. Pour ça, qu'est-ce que les 22 ans de magistère du président Paul Biya ont apporté à cette méthode? Ces 22 ans ont certainement enrichi l'homme. Oui, nécessairement, le temps. Vous savez, l'homme, la sagesse de l'homme est fonction du temps, fonction aussi de sa volonté de se former, et fonction aussi de sa capacité à intégrer la sagesse fournie par l'expérience des années. Je crois que nous sommes ici dans ce qu'on appelle la démocratie apaisée. Et ce n'est pas un mot vain. C'est parce que la démocratie se déroule dans un pays en paix.
Et ceci ne relève pas du hasard. Ceci relève donc du doigté pédagogique de l'homme qui a conduit cette société à ce stade. On ne peut pas mettre ça sur le coup du hasard. Sinon, on ne voit pas pourquoi le hasard servirait si bien le Cameroun et desservirait si mal les autres qui entourent le Cameroun. Donc pour moi, on voit là l'effet d'un acteur particulièrement doué pour la conduite des hommes, doué pour la conduite des affaires. C'est vrai que le Cameroun n'est pas le meilleur des mondes possible, que tout n'y va pas pour le mieux, comme dans le meilleur des mondes, c'est vrai, mais tout est moins mal dans notre environnement, et c'est grâce à un doigté reconnaissable que nous devons cela. Donc, 22 ans plus tard, le bilan est là. C'est un pays où les gens, sans être au paradis, sont quand même dans une relative stabilité économique, stabilité même politique, stabilité avec toutes les libertés dont un peuple peut avoir besoin. Nous avons les libertés religieuses, nous avons le libéralisme économique, nous avons toutes les libertés politiques. Je crois que quand un homme peut avoir tout cela, il peut s'estimer heureux dans ce cadre-là. Et je pense que c'est les 22 ans de pédagogie qui ont permis au président Paul Biya d'arriver à ce stade. Peut-être parce que le peuple camerounais avait gardé le souvenir de luttes fratricides qu'il ne voulait pas voir renaître. Peut-être aussi parce qu'il sait mieux que d'autres maîtriser ses passions. Nous avons traversé toutes ces épreuves sans trop de dommages. Nous avons débouché aujourd'hui sur une démocratie apaisée où chacun, s'il accepte les règles généralement admises en la matière, peut jouer son rôle et donner la mesure de ses ambitions légitimes. Certes, nous avons bien conscience, ce qui a été réalisé n'est pas parfait et reste fragile. Nous travaillons sans cesse à le perfectionner et à le consolider, mais cela dépend pour une large part des Camerounais eux-mêmes. J'ai confiance en leur jugement et en leur patriotisme. Je ne doute pas qu'ils continueront à nous donner leur appui pour achever de bâtir une société de liberté et de solidarité. Les années l'ont beaucoup aidé. La stabilité l'a aussi aidé. On aurait été dans un pays instable. Vous savez, il y a des pays où le gouvernement préconise une action, un ministre se désolidarise et mobilise sa faction armée par derrière. Et là, on se demande si c'est un pays ou si c'est la cour du roi Péto. Donc notre gouvernement présente une certaine cohérence à travers une certaine doctrine que l'on suit plus ou moins, mais que l'on suit quand même. Et avec l'adhésion du peuple, le résultat est là, c'est la stabilité, la paix et la sécurité. Les Africains aspirent à la liberté et à la démocratie autant que les autres peuples, peut-être même davantage, car ils en ont été plus longtemps privés. Mais force est de reconnaître que les circonstances les y ont mal préparés. Il nous a donc fallu contourner un à un les obstacles, vaincre les résistances, freiner certaines ambitions et plus que tout,
faire évoluer les mentalités. En somme, tout l'apprentissage nécessaire pour acquérir une culture démocratique. Sa méthode de Paul Biya l'a éprouvée de manière répétitive en plusieurs sites. Cet homme, qui n'est pas spécialement porté aux effusions, a dû, pour les besoins de la cause, forcer sa nature. Il est allé à la rencontre du Cameroun profond, exposer lui-même son idée de la réforme, s'appliquant à être le plus clair et le plus persuasif possible. Grâce à ce tour des provinces, réclamé à corps et à cri de tous les coins du pays, bien des malentendus ont été levés, bien des situations de tension résorbées. Moyennant quoi, le Cameroun évolue en paix, construit sa démocratie, préserve son unité, circonscrit la crise économique et améliore son partage des fruits de la reprise. Mais parce que l'œuvre finie appartient à l'infini, il faut continuer à gommer les imperfections. Monsieur Monondiana, on va terminer ce témoignage par l'évaluation de cette méthode. On l'a définie, on en a vu les illustrations. Maintenant, l'évaluation, en quoi a-t-elle été efficace au cours des 22 dernières années ou a-t-elle montré ses limites? La méthode est bonne, les résultats sont là. Nous vivons dans un climat de paix et de sécurité, mais comment les individus peuvent ressentir? Je dois avouer que les individus qui n'ont pas, le peuple qui n'a pas la même perception que l'organisateur est parfois impatient, est parfois déçu. Souvent on dit que la montagne a accouché d'une souris quand on attendait un grand chamboulement et on ne comprend plus, on est dérouté. Vous savez, le gouvernement, c'est une création permanente qu'on améliore chaque fois. Il n'est pas exclu que dans les, je ne dis pas les jours, dans un avenir pas très éloigné, il y ait des retouches dans le sens de l'amélioration de l'équipe. Alors avec quelle instruction pour ce gouvernement-là? La lutte à outrance pour sortir le Cameroun de la crise. C'est l'objectif majeur. L'autre objectif, c'est promouvoir une société démocratique. Ce sont les deux objectifs majeurs. Naturellement, il y a un troisième objectif sous-jacent qui est permanent, c'est le maintien de l'unité nationale, le renforcement de l'unité nationale sans laquelle rien ne peut être fait. Au niveau de la rigueur, l'on aurait pu comprendre que la rigueur signifierait l'application constante du binôme crime et châtiment. Et les gens s'attendaient à ce que le châtiment suive souvent le crime. Et des crimes, on en dénombre beaucoup, dans la vision populaire bien sûr. Mais je crois savoir que la haute hiérarchie a une appréciation différente de ce que nous appelons crime, donc a une appréciation différente de la criminalité. De sorte que les sanctions ne pleuvent pas comme aurait souhaité le bon peuple. Mais je crois savoir aussi que tout ceci relève de la méthode pédagogique, à savoir que moins de contraintes et plus de conviction autant que possible, avec l'espoir que l'homme n'est jamais perdu, l'homme peut toujours se récupérer en suivant la bonne doctrine. Mais le Camerounais a la tête dure. Et le président Biya s'en est plaint à plusieurs occasions. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur tous les comportements contraires à la bonne marche de la démocratie et de la libéralisation. C'est inacceptable. Il donne beaucoup dans l'autocritique, mais c'est une autocritique qui doit amener les gens à comprendre. Quand il dit cela, il ne faut pas qu'il passe le temps à répéter la même critique, il faut seulement que les mécanismes de la technostructure se mettent en place pour appliquer les consignes. Ça veut dire que les magistrats doivent constater les infractions. Et je crois que c'est leur travail. Il est vrai que je ne suis pas très fort dans la magistrature, mais je crois quand même que le rôle des procureurs
c'est de constater les infractions qui existent par-ci par-là. Et il ne revient pas au peuple d'aller porter plainte tout le temps. Ailleurs, dans d'autres pays, les procureurs se saisissent des affaires. Quand seulement ils lisent un soupçon dans un journal, le procureur se saisit de l'affaire et ouvre une instruction. Mais dans notre pays, on a l'impression que c'est le laxisme et finalement, tout remonte au niveau du chef de l'État. Parce qu'en fait, il est le responsable en dernier ressort de ce qui se passe dans le pays, y compris dans les petites structures administratives. Il en est le chef suprême. Vous serez amené un jour à montrer du doigt les fraudeurs? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune raison de couvrir les fraudeurs. Quand on en détecte quelques-uns, on frappe et on frappe dur. Dans l'évaluation, on peut dire que le peuple n'a pas toujours été satisfait dans ses attentes en matière de répression de la criminalité, de la grande criminalité. La criminalité à col blanc. La criminalité à col blanc que le président venait d'indiquer au discours du 31 décembre 2003. Bon, la criminalité à col blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons ce que ça veut dire. Nous savons que l'État se trouve dépouillé de toutes ses ressources et les gens à col blanc, bien sûr, savons déposer tout le magot dans les banques étrangères et en laissant le Cameroun dans une misère assez relative quand même, qui nous empêche d'appliquer tous les programmes destinés au peuple. Ceci n'est pas très bon. La moralisation, un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre, concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Le président qui commence déjà à avoir l'âge où l'on rentre dans l'histoire cherchera peut-être à resserrer davantage l'application de la loi pour que les Camerounais ne pensent pas que Dieu est mort, n'est-ce pas? Non seulement le Dieu éternel, mais même le Dieu mortel qu'est l'État. Parce que Hobbes appelle l'État le Dieu mortel. Les gens pensent que le Dieu mortel est mort et dans ces conditions tout est permis. Je pense qu'il n'est pas bon que les Camerounais continuent à penser que tout est permis. Et sinon, c'est le pays lui-même qui va basculer. Parce que avec le temps, il faut quand même aussi chercher à satisfaire les attentes du petit peuple. Le petit peuple veut être rassuré en sachant qu'il est vraiment gouverné parce que les méchants sont punis et les bons sont récompensés. Nous continuons la rigueur et la moralisation. Et en ce qui concerne les détournements des deniers, nous continuerons à faire en sorte que tous ceux qui se rendent coupables de ces actes soient punis. Mais il faut des preuves. Qu'en l'absence de preuves, j'arrête les gens, je les envoie en justice, ils sont relaxés. Voilà un aspect de l'état de droit. Mais notre volonté de lutter contre ces errements reste inchangée. Je me suis toujours demandé si le légaliste qu'est le président Biya, si attaché à l'état de droit, pouvait dire autre chose que d'invoquer les preuves. Mais n'y a-t-il pas là un débat à ouvrir sur la qualité des preuves? Les preuves ne sont pas simplement celles qui peuvent s'afficher à la une des journaux. Oui, je crois que là aussi, nous rencontrons toujours le pédagogue. C'est-à-dire l'homme qui vous dit dans quelles conditions on peut arrêter un homme et dans quelles conditions il est difficile d'arrêter un homme. Il nous explique qu'il faut des preuves. Ça veut dire que ceux qui sont chargés de la manifestation de la vérité doivent faire leur travail et trouver les preuves et les indices qui permettront d'inculper. Je crois que ce que nous voyons, le ministre vient d'acheter une nouvelle voiture, on pense peut-être qu'il a volé de l'argent, mais nous ne savons pas comment il a fait pour acheter cette voiture, mais on devrait donc se renseigner. Bon, se renseigner auprès de lui, bien sûr, auprès des services rattachés, mais c'est une information. Être renseigné. Ou être renseigné, mais alors par la rumeur. Non, par les médias, par exemple, qui doivent bien faire leur travail aussi. Vous savez, il y a aussi la qualité des médias.
je n'oserais pas m'aventurer dans ce domaine, mais il y a très peu de journalistes formés, c'est-à-dire très peu de journalistes qui ont peur des contre-vérités. Beaucoup sont assoiffés de sensationnalisme. Et ça donne l'impression que si le peuple était si léger, mais le peuple se soulèverait un jour pour aller assassiner quelqu'un dont on vient de dire qu'il a volé des milliards. Parce que c'est ça qui rend le peuple de plus en plus pauvre. Donc la cause de notre pauvreté, c'est cet individu indexé par le journal. On se soulèverait pour aller le lyncher. Heureusement que le peuple est mûr. Il faut donc qu'il y ait beaucoup d'investigations, qu'il y ait l'investigation des journalistes, l'investigation des procureurs, et peut-être aussi que des fonctionnaires, malheureusement, je ne peux pas les inviter à violer leur devoir de réserve, mais qu'ils dévoilent les malversations des gestionnaires. La corruption est difficile à réprimer. Lorsque quelqu'un en corrompt un autre, il ne laisse pas un reçu. Vous venez dire à quelqu'un, vous avez été corrompu, prouvez-le. J'ajoute simplement sur ce chapitre que le Cameroun n'est pas d'ailleurs le seul pays à connaître ce problème. On constate des phénomènes de corruption. Ce n'est pas une consolation ni une justification. On les constate même dans des pays assez avancés, un peu partout. C'est finalement un problème de civisme et un problème de moralisation, un problème moral, lié sans doute aussi aux difficultés économiques. Donc, nous sommes un état de droit. Et je ne peux pas arrêter les citoyens, les priver de liberté sans avoir la preuve exacte des fautes qu'ils ont commises. Il y a eu des cas de condamnation et j'ai demandé d'ailleurs aux gardes des Sceaux de les rendre publics. Tous ceux qui sont coupables de corruption, de détournement des deniers publics, prouvés, sont condamnés et mis en prison. Nous continuons cette lutte pour la rigueur et la moralisation. C'est la manifestation de la vérité qui est difficile. Mais je crois que le président avait raison de demander qu'il y ait des preuves. Alors là, des preuves sûres. Et non pas des preuves sur lesquelles on va revenir avec un certain repentir de l'État. Parce que l'État, je vous ai dit, c'est le Dieu mortel et le Dieu n'a pas le droit de se tromper. À cette grande entreprise de modernisation, l'État lui-même doit apporter sa contribution. Il doit cesser d'être ce monstre froid, souvent décrié, et au contraire, apporter la preuve qu'il est au service des citoyens. Pour cela, l'administration doit se rapprocher des administrés et se défaire de l'attitude rébarbative qui est parfois la sienne. Il est également impératif que la corruption rampante qui la mine prenne fin. Des sanctions ont déjà été prises, d'autres suivront. On a souvent dit des peuples qu'ils ne voient pas ce qu'on fait pour eux, mais ce qu'on ne fait pas. Est-ce que cela est valable des Camerounais sous Paul Biya? Oui, vous savez, le peuple donne toujours dans l'empirisme. Ce que fait l'État, j'avais comparé dans un texte, n'est-ce pas, l'État à une montagne. À la base, c'est la chaleur, la fraternité de tout le monde. Au fur et à mesure qu'on monte au sommet de cette montagne qu'est l'État, on accède à des zones glaciales. C'est la froideur de l'homme d'État
qui a perdu la chaleur de l'homme du peuple, de la plaine. C'est pour ça que au sommet de l'État, la visibilité n'est pas très facile pour les gens qui sont à la base. Donc on peut donc comprendre que le peuple ne voit pas facilement, non seulement parce que l'État se trouve en altitude, mais aussi, il faut avouer aussi parce que les actions de l'État comportent une certaine complexité que le petit peuple ne peut pas toujours comprendre. Un exemple, par exemple, quand on dit pays pauvre très endetté, nous prenons ce mot à la lettre et des gens se sont même fâchés pour dire pourquoi on peut appeler ce beau pays pays pauvre très endetté. Ça nous déshonore. Voilà, nous nous sommes donc arrêtés ici au premier degré. C'est-à-dire, nous avons fait du nominalisme. On prend le nom et on se dit que nous sommes réellement pauvres et très endettés. Relativement pauvres, oui. Mais ce n'est pas ça qu'il y a dans le concept de pays pauvre très endetté. Le peuple n'a pas vu que l'éligibilité du Cameroun à cette initiative nous a permis d'être un peu plus riches. Mais on s'en est tenu aux mots qui sonnaient dans nos oreilles. Donc c'est pour montrer que le peuple a raison de ne pas toujours comprendre, parce qu'il n'est pas au niveau des complexités politiques et économiques de l'économie internationale. Personne ne conteste, je crois, que nous avons fait des avancées significatives dans ce domaine. Notre taux de croissance est là pour le prouver. Une vigoureuse politique de remise en ordre nous a permis de rétablir nos finances publiques, de réduire nos déficits, de rééquilibrer nos échanges et d'améliorer notre situation monétaire. Reste à mettre fin à certains dysfonctionnements administratifs et juridiques et à achever quelques réformes structurelles. Grâce à l'appui de nos partenaires extérieurs, multilatéraux et bilatéraux, notre programme triennal de développement économique est en bonne voie. Des ressources complémentaires pourront être attendues de l'initiative PPTE qui est venue alléger le fardeau de notre dette. Est-ce que la crise a eu bon dos dans le parcours du président? Non, cette crise est quelque chose qui a stoppé net l'envol que le Cameroun aurait dû avoir. Il y a eu cette crise, et il y a eu aussi quand même le coup d'État avorté de 84. Tout ça, le chef d'État est un homme, hein? Et quand vous avez attenté à sa vie une fois, il ne peut plus vous faire la confiance la plus absolue, la confiance des tout premiers jours, où nous reprenions en cœur le discours qu'il venait de commencer. Et tout de suite après, il y a eu cette tentative. Quelqu'un peut se refroidir, et ce refroidissement est quelque chose d'humain. Il y a aussi la crise, naturellement, qui a affaibli les possibilités de notre pays au plan économique, au point qu'on a dû réduire le train de vie, non seulement de l'État, mais même des individus dans l'État. Ces fameuses réductions de salaire, ces fameuses déflations du personnel qui étaient alors pléthoriques, etc. Et même, je crois qu'au plan social, les institutions internationales nous ont demandé de fermer les écoles d'infirmières, les écoles d'instituteurs, ce qui apportait un coup assez rude à la santé des populations, à l'éducation, mais c'était des médications très dures qu'un peuple ne peut pas délibérément se donner s'il avait tous les moyens de son action. Donc je dois avouer que la crise nous a retardés sur tous les plans. Je dois même avouer que les Camerounais sont un peuple vraiment mûr. Parce que, au vu de ces difficultés, il y avait eu une mobilisation de la part de la presse pour que le peuple se soulève. Je crois même savoir qu'on a insulté le peuple camerounais d'une certaine indolence. D'indolence et de lâcheté.
Je crois que c'était une insulte assez injuste pour un peuple mûr comme le peuple camerounais qui a dû supporter l'épreuve et qui voit venir avec beaucoup de confiance la fin du tunnel. Les perspectives sont donc plutôt bonnes, mais nous devrons rester vigilants, à la fois pour éviter les dérapages budgétaires et pour faire face aux imprévus d'une conjoncture internationale assez instable. Nous nous efforcerons par ailleurs de faciliter le lancement de nouvelles activités économiques en ménageant aux entreprises des conditions favorables et en donnant aux investisseurs les garanties nécessaires. Le redressement de notre économie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, n'est pas une fin en soi. Sa finalité est d'accompagner notre parcours démocratique et d'assurer notre progrès social. La sortie et le développement fait par le président sur l'inertie, cela participe de l'autocritique que vous avez évoquée? Oui, bien sûr, l'inertie est quelque chose qui caractérise le Cameroun et comme d'habitude, le président a su choisir le mot, l'inertie. L'inertie, c'est le manque d'initiative, c'est l'attentisme, surtout de la part des grands gestionnaires qui ont peur d'être, qu'on leur tape sur les doigts. Ils ont peur de prendre les initiatives que le peuple attend parce qu'on ne sait pas ce que le président va penser de ça. Eh bien, ce qu'il a pensé de ça, c'est qu'il y a trop d'inertie. J'espère que les prochaines équipes veilleront à être plus créatives, à avoir plus d'innovation, plus de créativité dans la manière de gérer. Il faut inventer le social, il faut inventer les procédures, il faut innover, il faut se moderniser. Alors, pour être de bons dirigeants, il vaut mieux ne rien faire. Et nous sentons ça à tous les niveaux. À l'école, peut-être chez vous aussi dans le journalisme, on tape souvent sur les doigts de quelqu'un qui veut prendre des initiatives, qui veut réfléchir pour suggérer des changements. On dit non, on ne vous a pas dit de faire ça. On ne vous a pas dit on. Bon, ce fameux on qui doit nous dire des choses, c'est qui? C'est le grand frère, Big Brother? Alors, si nous avons tous peur du grand frère et invisible pour ne pas faire d'erreur, eh bien, c'est comme dans une maison. Un enfant qui ne travaille pas, il ne cassera jamais un verre, n'est-ce pas? Il ne casse jamais les assiettes. Nous sommes là comme le type de la parabole. Je ne suis pas très fort en théologie, mais on dit dans la Bible qu'un type avait reçu un talent. Il a dit à son patron, tu vois, quand tu es parti, moi j'ai bien gardé mon talent, le voici. On l'a renvoyé en disant que tu es un mauvais serviteur. D'autres ont dit, tu m'as donné 3 talents, en voici 6. Et le patron les a récompensés en disant qu'ils sont de bons serviteurs. Je crois que les Camerounais sont les hommes d'un talent qui ne veulent pas fructifier. Voilà pourquoi le président parlait d'inertie. Et si nous l'avons tous compris, j'espère que dans les jours à venir, les dirigeants des grandes structures veilleront à être moins inertes, si on peut utiliser cet adjectif, en ce qui concerne les dignitaires. Pour ça, on ne peut pas épargner les autres acteurs du changement social, parce que le président comptait naturellement sur des relais, sur des partenaires dans son effort de réforme. Parlons de vous les intellectuels. Qu'avez-vous fait de cette période et de cette méthode de Biya? Oui, je dois avouer, et je m'excuse de le dire, peut-être mes collègues ne seront pas de mon avis. Je crois que nous, les intellectuels, nous n'avons pas su accomplir notre travail parce que la crise aidant, nous avons été paupérisés, nous sommes mis à lorgner vers les rivages plus souriants du pouvoir politique et abandonnant ainsi le devoir qui était celui de l'intellectuel, le devoir de proposition des idées novatrices pour la direction de la société.
je donne souvent cet exemple que nous n'avons pas supporté à notre président le soutien qu'il était en droit d'attendre des intellectuels. Nous n'avons pas su le placer au cime de la réflexion internationale, par exemple. Je peux vous dire que Thabo Mbeki est arrivé hier dans les affaires. Abdelaziz Bouteflika est arrivé hier dans les affaires. Obasanjo du Niger sont arrivés hier. Abdoulaye Wade est arrivé hier aussi. Mais c'est eux qui sont en train de concevoir le destin de l'Afrique à travers le NEPAD. Où sont donc les intellectuels camerounais si forts et si intelligents, pleins de doctorats et d'agrégations en tout genre? Qu'avons-nous fait pour porter le nom du Cameroun au diapason de la réflexion internationale? Je crois que là, nous avons accusé un grand déficit parce que nous avons été gagnés par le matérialisme le plus vulgaire et qui nous a fait faire des choses très peu compatibles avec l'éthique intellectuelle. Un intellectuel ne vaut que s'il peut élaborer des idées susceptibles de constituer à terme des solutions pour une œuvre aux dimensions de la vie vécue. Le meilleur engagement serait celui qui consisterait à donner corps aux grands principes contenus dans le libéralisme communautaire, vulgariser cet ouvrage dans les enseignements, dans la recherche, par exemple, inviter les étudiants à réfléchir sur le libéralisme communautaire en tant que doctrine politique africaine authentique. Ce n'est pas parce que le libéralisme communautaire est écrit par un Camerounais que l'université ne va pas se mettre à développer la réflexion et les principes qui y sont contenus. Là aussi, c'est un déficit. Voilà pourquoi les autres sont en avance par rapport à nous. Le libéralisme communautaire est une doctrine authentiquement philosophique et politique et morale, telle que si nous l'appliquions tout simplement un peu, nous ne serions pas dans cette décrépitude morale. Vous savez que le président Biya parle beaucoup d'éthique. C'est lui qui a suggéré à New York la création d'un comité international d'éthique. Ça veut dire que l'éthique lui tient à cœur. Mais la manière dont nous gérons l'éthique dans notre pays est une manière purement caricaturale. Chaque ministère fait son petit comité de lutte contre la corruption. Chaque ministère, je suis sûr que, et là c'est ce qu'on appelle du pilotage à vue. Si Amnesty International nous avait critiqué d'être paresseux, on allait créer des comités de lutte contre la paresse. Si on avait critiqué de manger beaucoup, on allait créer des comités de lutte contre la gourmandise, ainsi de suite. Mais en fait, ce qu'il faudrait créer, c'était un grand comité d'éthique nationale. Parce que l'éthique est fondamentale. Lorsque vous réfléchissez sur les principes éthiques, eh bien, ça englobe la gourmandise, ça englobe la paresse, ça englobe la corruption. Alors, nous avons sélectionné un petit domaine, la corruption. Que faisons-nous des autres domaines? Alors, ça veut dire que nous n'avons pas une pensée fondamentale dans ce pays. Professeur, s'il est réélu en octobre, quel président sera le président Paul Biya au cours de son deuxième septennat? Enfin, là, je ne peux pas préjuger de ce que pourra être mon président s'il est réélu, mais je pense qu'il est humainement naturel que, au terme d'un certain nombre de mandats, on cherche déjà à rentrer triomphalement dans l'histoire. Je pense donc que le président veillera à soigner son image. Quel serait le plus beau titre qu'on pourrait écrire sur vous en disant Paul Biya, ? Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Mais je crois que s'il est réélu, il veillera à ce que cette parole, qui ne fut pas dite au hasard, s'applique afin que le peuple camerounais retienne que ce monsieur nous a apporté la démocratie. Ce monsieur nous a apporté la prospérité. Nous avons été troublés par la crise et par quelques aléas. Nous sommes en train de les dominer complètement. Je suis sûr que les conditions seront alors réunies pour que l'homme soigne son image avant de rentrer dans l'histoire. C'est pour ça que je pense que il veillera à laisser une société très à cheval sur les principes, c'est-à-dire respectant les principes de gouvernement, les principes de bonne gouvernance.
De sorte que pourra fonctionner réellement le binôme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le binôme du crime et du châtiment. Parce que le petit peuple voudrait voir qu'il y a de la justice et qu'il y a aussi de la justice sociale. Et si un homme ne laisse pas la justice triompher, s'il ne laisse pas la justice sociale régner, et s'il ne laisse pas un pays prospère, je crois qu'il aura réussi, il aura mal réussi sa sortie. Donc pour moi, le président verra à ce que ces consignes soient appliquées. Cela suppose une certaine audace. Cela suppose une audace calculée. Une audace calculée pour que l'application des principes respecte quand même la dignité de l'homme, les droits de l'homme, mais aussi l'éthique de la justice. La justice au sens classique du terme, c'est-à-dire la justice rétributive à chacun selon ce qu'il mérite.